Chers internautes, vous prêtez l'oreille au 67e entretien rivarolien, celui de juillet 2025, un mois qui était dédié au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en présence du directeur de publication de Rivarol, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et commençons par le premier sujet, si vous le voulez bien, à travers François Bayrou, un petit peu deux sujets en un, puisqu'il y a la question de la dette, du déficit, mais également de ces jours fériés qui potentiellement seront supprimés, dont au moins une fête chrétienne apparemment d'ailleurs. Alors le Premier ministre a dit que ça pourrait éventuellement être négocié, mais ce qui ne l'était pas, c'est qu'il y aurait bien 2 jours fériés supprimés. Et il a évoqué le 8 mai et le lundi de Pâques. Alors le 8 mai, un certain nombre de personnalités politiques s'en sont émus parce qu'on a dit ça commémore la victoire sur le nazisme. Donc c'est très choquant de supprimer cette date. Il faut se rappeler que Valéry Giscard d'Estaing, alors chef de l'État, avait déjà supprimé ce caractère férié du 8 mai. Il avait considéré qu'il fallait commémorer le 11 novembre, tant la fin de la guerre 14-18 qu'à la fin de 39-45. Et c'est François Mitterrand, il a été élu, qui a rétabli dès 1982 le 8 mai. Il est évident que le mois de mai, c'est pas simplement un pont, c'est un aqueduc ou un viaduc, puisque il y a des points de présence, il y a le 1er, il y a le 8 mai, en général il y a le jeudi de l'Ascension, il y a lundi de Pentecôte, et en soi, il n'était pas choquant de supprimer le 8 mai, d'autant plus que, on l'a souvent dit, le 8 mai c'est une triste date, puisque c'est quand même finalement, qu'on le veuille ou non, la défaite de l'Europe et de la civilisation. On le voit encore plus nettement 80 ans après, c'est flagrant. On en est maintenant à la transsexualité, à la transidentité, comme ils disent. Voilà, il suffit de voir la vulgarité des mœurs, du langage, des tenues, des comportements. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup regarder les films et les séries Hercule Poirot, parce que les gens étaient magnifiquement habillés, s'exprimaient bien à l'époque. Voilà, il faut voir ce qu'on a produit en l'espace de quelques décennies, c'est absolument effrayant. Et on le voit un petit peu avec Ina.fr, vous savez, ce reportage des années 70, l'homme de la rue parlait pas trop mal. Tout à fait, oui, tout à fait. C'était pas le même niveau. Mais là, il y a une dégradation qui est effrayante et qui atteint des niveaux, et à mon avis, on n'est pas encore au fond. On peut encore creuser. Bon, et donc le 8 mai, à mon avis, c'était plutôt une bonne idée, mais à mon avis, je suis intimement convaincu que ça ne passera pas, parce que l'antifascisme va veiller à cela. Et d'ailleurs, il y a là une contradiction, puisque on nous parle toujours de la nécessité de construire l'Europe, de conduire à une forme de réconciliation des peuples et des nations européens, et en réalité, on voit très bien que non, on est toujours, même si les armes se sont tues, la guerre, elle continue toujours contre toutes les formes de nationalisme, c'est évident. Elle est interne. Et contre le catholicisme aussi, bien évidemment. Alors, bon, pour le 8 mai, c'est une chose. Lundi de Pâques, il a dit dans sa conférence de presse, Bayrou, qu'il n'avait aucun caractère religieux. C'est assez étonnant pour un démocrate chrétien. Il a dû oublier la liturgie d'autrefois, le catéchisme, parce que lundi de Pâques, comme le lundi de Pentecôte, c'est précisément, il y avait une octave qui dure 8 jours, parce que Pâques et la Pentecôte sont les 2 plus grandes fêtes chrétiennes, catholiques de l'année, et donc il y avait une octave, puisque en principe, il y a des messes tous les jours, même avec le credo, qui, quand elles peuvent être chantées, sont chantées, et c'est en fait Pâques qui dure 8 jours. Voilà, comme la Pentecôte dure 8 jours. C'est une octave de première classe, privilégiée, mais enfin, c'est étonnant qu'ils ne se souviennent plus de cela. Et le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte sont en quelque sorte comment dirais-je, le souvenir de tout cela. Avant, c'était même chômé au-delà du dimanche de Pâques. Et du lundi de Pâques, on allait à la messe tous les jours, et d'ailleurs, les nouveaux baptisés gardaient le vêtement blanc jusqu'au samedi. On avait samedi Nalbis, c'est le samedi après la messe qu'on déposait le fameux habit blanc. Voilà. Donc c'est très important dans la liturgie catholique. Donc dire que ça n'a aucune signification religieuse, c'est quand même assez hallucinant. Lui qui de surcroît est agrégé, je crois, de lettres classiques, qui est quand même né en 1951, donc il a quand même été catéchisé. C'est étonnant qu'il ne se souvienne plus de cela. Voilà, c'est quand même assez étrange. Maintenant, s'agissant de son plan, on voit très bien qu'on est dans une politique malthusienne, et qu'en réalité, il est vrai qu'on a une dette de plus de 3300 milliards d'euros, des déficits considérables, ce qui est incontestable. Il faut savoir que le dernier budget qui a été l'équilibre date de 1974, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. Mais le gouvernement de Raymond Barre, malgré le choc pétrolier, avait quand même essayé de limiter la casse, si j'ose dire, et d'essayer de rétablir un peu les finances publiques. C'est vraiment l'arrivée de la gauche, de François Mitterrand en 81, et donc ça fait maintenant 45 ans, près de 45 ans, et depuis tous les gouvernements de gauche
comme de droite ou prétendue telle, finalement on continue à creuser la dette et les déficits depuis 45 ans. Ça c'est une réalité, avec des subventions à des associations tout à fait nuisibles ou inutiles, la politique de l'immigration, un nombre excessif de personnes dans les ministères, une gabegie dans tous les domaines, mais également il faut aussi dire, c'est la première raison, il y a aussi une deuxième raison, c'est que jusqu'à la loi de janvier 1973, dite loi Pompidou-Rothschild, lorsque l'État voulait emprunter, il empruntait à la Banque de France, et il n'y avait pas de taux d'intérêt. Il est bien évident que depuis 1973, comme l'État ne peut plus emprunter à la Banque de France, et qu'il doit emprunter sur des marchés privés, avec taux d'intérêt, donc c'est un système usuraire. Ce système de l'usure a considérablement aggravé les choses, parce que il faut savoir que c'est le service, non pas simplement de la dette, mais des intérêts de la dette, qui est maintenant en passe de devenir le premier, et qui est déjà d'ailleurs, je crois, le premier budget de l'État au niveau national, ce qui est une folie. C'est-à-dire que non seulement la dette ne cesse d'augmenter, mais les intérêts de la dette augmentent d'année en année. Simplement les intérêts, c'est-à-dire que le capital n'est pas encore remboursé, c'est hallucinant. Et ça, c'est vraiment un système d'usure. Et il faut savoir à qui on rembourse. Quand on regarde un petit peu, c'est toujours difficile de savoir. C'est des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, souvent américains ou autres, et souvent c'est ethniquement marqué d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, et ça on ne le dit pas. Et rappelez-vous qu'au moment des Gilets jaunes, un certain nombre de Gilets jaunes, de manifestants, avaient dénoncé cela, dénoncé Rothschild et tout cela, et tout de suite on a dit c'est antisémite, Bernard Lévy, vous vous rappelez. Mais il est évident que c'est un des éléments essentiels de notre esclavage. C'est-à-dire qu'en réalité, on va demander aux gens de réduire encore leur niveau de vie, d'avoir des difficultés plus grandes, que ce soit les retraités, les actifs, tout le monde, pour une gabegie de l'État, des pouvoirs publics depuis un demi-siècle, dont ils ne sont pas directement responsables. Ils le sont parfois indirectement s'ils ont voté pour tel ou tel. Enfin, ils ont hérité et contribuent. Mais ils le sont indirectement, très indirectement, et la gabegie d'une part, et d'autre part, le système de l'usure. Le système de l'usure, c'est un système qui dépossède véritablement la nation et le peuple, les habitants, quoi. Ça devient effrayant. Je rappelle quand même qu'on nous parle toujours de manière extrêmement négative et dépréciative de l'ancien régime, mais sous l'ancien régime, sous nos rois qui ont fait la France, eh bien, comment dirais-je, la pression fiscale n'a jamais excédé 13% des revenus. C'est la dîme, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on est à plus de 50% de prélèvements obligatoires. Je crois qu'on est les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts et cotisations sociales les plus élevés, non seulement d'Europe, mais du monde. Et puis on taxait les foyers et le père de famille. Là, il y a la femme. Il y a... Ah bah c'est effrayant. Oui. Et alors ça n'arrête pas. Les droits de succession, le travail, le revenu, le capital, en permanence la TVA, enfin tout est taxé en permanence. Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a quasiment qu'une fortune qui résiste. Alors que précisément le propre des générations qui ont précédé, c'est d'essayer de faire en sorte que les futures générations aient une situation moins difficile, puissent bénéficier du travail, de leur travail, de leurs efforts, de leurs mérites, de ce qu'ils ont pu construire, tant sur un plan immobilier que sur tous les autres plans. Surtout que au Moyen-Âge, il y avait la dot et ça permettait justement de fonder un foyer parce qu'on avait une petite avance, on commençait pas de zéro. Et là, si on commence de zéro, il n'y a pas d'enfants. Avec les jeunes aujourd'hui, c'est terrible. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'enfants d'ailleurs. Ouais. Tout est fait pour dénoncer, pour que les gens y renoncent. D'ailleurs, de plus en plus, je pense que les taux de natalité vont baisser. Ils ont déjà commencé à baisser, baisseront de plus en plus. Et d'autre part, il y a le fait effectivement que les jeunes, c'est les plus je dirais, les plus pénalisés parce que ils arrivent, ils n'ont rien, quoi. Et même pour bénéficier d'un crédit à une banque, c'est très compliqué, quoi. Aujourd'hui, et les taux sont très élevés, et c'est toujours un système usuraire, quoi. C'est abominable, quoi. Voilà. Et on ne fait payer que toute sa vie. Donc, il y a quelque chose d'effrayant dans tout cela, mais il faut pas se faire d'illusions. C'est Bayrou, mais même si c'était pas la Macronie, si c'était Marine Le Pen, si c'était Mélenchon, si c'était n'importe qui d'autre, ce serait plus ou moins pareil, hein. Il y aura peut-être des nuances dedans. À qui on prête l'argent en priorité, comme on fait, il y aura toujours la même volonté de rembourser les créanciers avec un système usuraire, quoi, un système qui est scandaleux, et finalement de déposséder les Français. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore deux choses qui n'ont pas été encore totalement prises. C'est d'une part l'épargne, puisqu'il y a beaucoup de Français qui épargnent. Ils ont encore deux moyens pour prendre un peu l'argent, c'est-à-dire les bas de laine des Français, l'épargne et l'immobilier. C'est-à-dire que on va faire en sorte que les personnes qui bénéficient sont propriétaires et qui voudraient que leurs enfants, ce qui est tout à fait légitime et naturel, héritent de leur maison, de leur appartement, de leur bien immobilier, eh bien, on va tellement taxer de telle manière que tout le monde va être obligé d'être locataire, quoi, finalement, à terme. C'est vraiment le système qui évolue. Il y a déjà
des discussions dans ce sens. Alors ils vont peut-être le faire de manière De ne progressive. rien posséder au Mais propre. voilà, d'ailleurs il avait dit La propriété privée. il avait dit que le Schwab en 2030 vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Voilà, c'était aussi le slogan d'ailleurs des Juifs Trigano pour le club méditerranéen finalement. Pourquoi acheter une maison parce qu'on vous offre le monde entier. Voilà, ils savent faire ça. Voilà, on retrouve toujours les mêmes comme par hasard, mais voilà, mais de plus en plus on va aller vers ça. Dans les années qui viennent, moi je prédis ça. Je vous dis, c'est les deux. Les choses où ils peuvent encore prendre pas mal d'argent, c'est l'épargne, les baleines des Français d'une part, et d'autre part l'immobilier. Les droits de succession qui à mon avis vont flamber, dans un cadre vraiment de dépossession totale. Puis il faut pas oublier que Macron avait dit il y a 5 ans, au moment de la crise covidesque, quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, on le paye encore aujourd'hui. Alors qu'on sait que ce virus avait une létalité extrêmement faible, et finalement, on a creusé de manière tout à fait artificielle la dette et les déficits, et voilà. Et donc, ce sont nos générations et les générations futures qui vont devoir s'acoquiner avec cette difficulté extrême, puisque en fait on est au bord de la banqueroute. Demain, on peut très bien se retrouver dans la situation de la Grèce, se retrouver en session de paiement. En plus, il suffit que le Fonds monétaire international décide que ce n'est plus possible, que les fameuses agences de notation dégradent fortement la note de la France, et c'est fini. Voilà, donc on est vraiment à la merci de la finance internationale plus que jamais, c'est évident ça. Et ça a quelque chose de dramatique. Et là on voit que les différents gouvernements depuis un demi-siècle, particulièrement depuis 1974, sont vraiment criminels. Mais vous remarquerez que c'est vrai au niveau financier, mais c'est vrai dans toutes les mesures, parce que toutes les réformes sociétales épouvantables, c'est aussi les années 60-70, la contraception non ouverte en 67, le divorce par consentement mutuel 11 juillet 75, on a commémoré les 50 ans cette année, l'avortement les 50 ans cette année, le regroupement familial, ça fera 50 ans l'année prochaine, et même déjà depuis 1970, l'absence de distinction entre enfants naturels et enfants légitimes, la suppression de l'autorité paternelle au profit de l'autorité parentale, au début des années 70, tout ça a été des désastres, dont on voit chaque jour davantage les conséquences. Avec, dans les années 70, avec d'ailleurs contraception et... Oui, entre milieu des années 60 et milieu des années 70, c'est là que les pires réformes ont été prises. Toutes les lois des salles. Et on le voit pas il y a le classement X aussi, donc la pornographie. Aussi, en 74, Giscard, ça voilà. Donc, en 10 ans quasiment tout a été fait. Et comme par hasard, c'est les années qui ont suivi Vatican II. Vatican II, l'OMS, c'est par hasard. Tout se tient. Toutes les digues. Tous les verrous ont sauté, exactement. On en revient toujours à ça. Donc, voilà. Il faut bien comprendre que de la France insoumise au Rassemblement national, même jusqu'à Zemmour, de toute façon, à des nuances près, ce serait de toute façon la même politique de soumission aux usuriers, à l'usure. Ça, il faut en avoir conscience. Même si c'est enveloppé différemment, etc. Mais dans les faits, c'est ça. Il faut en avoir conscience. Et c'est là qu'on voit que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore aujourd'hui, la République, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire, et que ça détruit, ça tue les gens, physiquement par l'avortement, par toutes les guerres mondiales qu'on a eues, mais également par la dépossession. On a une dépossession de notre territoire, il y a le grand remplacement, le grand effacement aussi dans le fait où finalement maintenant, avec la fin de la génération Gutenberg, c'est la fin quasiment du livre, de l'histoire, de l'intellect, de la culture, du raffinement de l'esprit, etc. Mais de l'élévation de l'âme, mais également sur un plan purement économique, purement financier, purement patrimonial, ça a de plus en plus désastreux aussi. Je pense que les 10 ans qui viennent vont être absolument effrayants. J'espère me tromper de tout cœur, mais je crois qu'il faut quand même être réaliste. Pouvez-vous nous parler également de l'affaire Caroline Parmentier, qui concerne d'ailleurs de près ou de loin le Front du Rassemblement National, plus ou moins? On voit, si vous voulez, dans cette affaire, alors pour les auditeurs qui l'ignoreraient, je dis en vitesse qui est Caroline Parmentier. Caroline Parmentier aura 60 ans à la fin de l'année. Elle a été pendant 30 ans journaliste au quotidien Présent, lequel a paru pendant 40 ans, de 1982 à 2022, elle a été rédactrice en chef pendant 8 ans, de 2010 à 2018, et elle tenait, on lui reproche, Mediapart, le journal de délation de gauche fondé par Edwy Plenel, a fait un certain nombre d'articles, exhumant un certain nombre de ces articles en présent, où on l'accuse de propos passés, d'écrits tout particulièrement, jugés racistes, antisémites, homophobes. Vous savez, c'est le tiercé gagnant, quoi. Si j'ose dire, ou si vous voulez, c'est la complète. Genre bon fromage. Bon. Eh bien, en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que Mediapart voulait montrer par là que la stratégie dite de dédiabolisation, de normalisation de Marine Le Pen et du Rassemblement National était en fait une imposture, une apparence, etc. Bon. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, c'est de voir que
comment réagit Caroline Parmentier et comment réagit Marine Le Pen, la direction du Rassemblement national, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que ils ont dit que finalement Caroline Parmentier elle-même a renié tous ses propos en disant que ça en disait plus long sur le journal dans lequel elle écrivait que sur ses opinions personnelles, que tout le monde qui la connaît c'est qu'elle n'est ni raciste, ni antisémite, ni homophobe. D'ailleurs, elle avait été le 1er juillet 2022 qualité de députée du Pas-de-Calais RN avec son écharpe tricolore assister à l'inauguration d'un bus de Simone Veil à Béthune et d'une place portant le nom de Simone Veil. Elle s'est abstenue lors de la constitutionnalisation du droit à l'avortement en mars 2024. Elle fait partie de cette minorité, oui. Voilà. Elle s'est abstenue. Hein. Oui. Voilà, elle n'a pas dit non. Hein. Voilà. Et donc, on a ressorti des propos contre Simone Veil, contre l'avortement, sur le lobby juif, etc. Et donc, voilà. Marine Le Pen a dit qu'elle était fière de ce que elle avait fait changer d'idée à Caroline Parmentier. Tout ça est grotesque. De la part de Caroline Parmentier, c'est simplement du carriérisme, de l'opportunisme pur. Elle est députée, et puis c'est tout. Voilà. Mais si vous voulez, on voit à quel point le marinisme est un déculottage complet et permanent devant l'ennemi, devant l'adversaire. On renie tout. Donc ils en sont aujourd'hui, maintenant, à approuver les lois Pleven, Guesso, Lelouch, Perben, le délit d'homophobie, Sébastien Chenu, qui combat ce qu'il appelle l'homophobie, la transphobie, etc. S'est félicité récemment d'avoir fait condamner Rivarol pour homophobie. Il a pris le journal pourri. Mais c'est l'hommage du vice à la vertu, si j'ose dire. Hein, de la part d'une pourriture intellectuelle, morale et intellectuelle comme Chenu. Moi, je suis très fier qu'il nous attaque de cette façon-là. Hein. Ça prouve qu'on mène le bon combat, si j'ose dire. Voilà. Mais Caroline Parmentier, maintenant, elle est avec ces gens-là, quoi. Voilà. Donc, ils ont changé à 180 degrés. Il y a des gens qui n'en ont pas des convictions très fermes, hein, qui changent d'idée comme d'autres de chemise ou d'amant ou de mari. Hein, voilà. Et bon, c'est ça quelque chose quand même d'assez effrayant. Mais on voit, si vous voulez, à quel point la stratégie de diabolisation est une trahison permanente, est un reniement permanent qui est sans limite. Hein. Je l'ai dit sur le loi Pleven et Guesso, mais c'est vrai, l'abandon de la remigration, l'abandon de la sortie de l'euro de l'Union européenne, l'abandon de la liberté de penser, de la liberté de l'esprit, de la capacité de résister à la police de la pensée, à l'historiquement correct. Maintenant, il faut diaboliser le maréchal Pétain, faut diaboliser toute l'histoire de France, la soumission au lobby juif, la soumission à Netanyahou, qui commet pourtant des crimes de masse abominables, un génocide. C'est-à-dire que de crainte d'être taxé d'antisémitisme, et pour rompre avec Jean-Marie Le Pen et le passé jugé sulfureux, eh bien on en vient à justifier un génocide, quoi. Je veux dire, voilà, hein, pour se faire bien voir du lobby juif du CRIF. On en est là. Et d'ailleurs, ça marche même pas puisqu'ils sont même pas invités au CRIF. Hein, voilà. Donc, oui, on en est, quoi. Bon, c'est consternant. Et donc, Caroline Parmentier, c'est ça. Et moi, je m'honore de ce que on n'a jamais soutenu, en tout cas depuis que je dirige le Rivarol depuis plus de 15 ans maintenant, qu'on n'ait jamais soutenu Marine Le Pen. Présent, ça a été le maniement de la brosse à reluire en permanence de Marine Le Pen. Je me rappelle des unes, Marine Le Pen, première opposante de France, Marine ou le chaos. Hein. J'ai pas de mots là. Hein. Et Francis Bergeron, l'ancien gérant de Présent, avait dit que jamais dans toute l'histoire de France, il y avait eu un candidat de la qualité de Marine Le Pen. Le moment était, je cite, tout simplement extraordinaire. Voilà ce qu'il avait osé écrire. Faut pouvoir se relever après de ça. Je veux dire. Vous vous rendez compte, l'indignité intellectuelle, la trahison politique et la bassesse morale que représente tout cela. Voilà. Et tout ça parce qu'il espérait avoir des abonnements à présent de la part du FN dans les fédérations, les mairies RN, les conseils régionaux. Hein, ce qu'il n'a évidemment pas eu. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de renvoi d'ascenseur, sauf avec l'embauche de Parmentier, quoi. Je veux dire, Caroline Parmentier. Mais c'est tout. Et donc, finalement, condensé de flatulence. C'est pourquoi j'ai titré mon éditorial, vous saurez tout sur le gâchis Parmentier. Et en fait, ils font de Caroline Parmentier de la purée, voilà, hein, c'est du hachis Parmentier, les hachis menus, pas par Chenu, mais par Mediapart et quelques autres. Voilà, donc, voilà, donc c'est le hachis Parmentier de Parmentier, c'est du gâchis Parmentier, quoi, voilà. Hein. Mais, voilà, on en est, quoi. Et là, je veux dire quand même que les responsabilités de Jean Madiran sont énormes parce que c'est un des cofondateurs de Présent et il en a fait des tonnes avec Caroline Parmentier. Elle avait écrit, en tout cas signé, en 1997, un livre qui s'appelait Journaliste,
qui était vraiment inintéressant. Ce livre, c'est comme la nuit, on lit 3 pages et on décroche. Mais fondamentalement, Madiran on avait fait des tonnes sur Parmentier et tout ça. Et finalement, le Parmentier, c'est le bébé de ses lâchetés, de sa duplicité. Finalement, c'est l'enfant qui n'a pas eu biologiquement. Voilà, parce qu'il avait dit dès 2004, Madiran, que finalement, ce serait bien que Marine Le Pen succédât à son père. C'était, je cite, le choix le plus raisonnable. Parce qu'il a Jean Madiran lui-même. Ah ouais, c'est vrai, non, je vous le dis, moi je vous le dis. Oui, mais moi je vous dis, il faut dire les choses. Donc finalement, c'est ça en politique, et en religion, c'est le Khalima, le Rome moderniste. Donc 40 ans d'itinéraire, 1956-1996, et 40 ans de présent, 1982-2022, pour accoucher de Parmentier. Un chemin de traverse, pour accoucher de Parmentier, le naufrage est complet. Le bilan de Madiran est accablant. Voilà, c'est tout. Faut dire les choses. Je veux dire, voilà. Ah là, c'est tout voilà. ça zimu. Donc, si vous voulez, et donc, il y a quand même une leçon à tirer de tout ça, c'est que vous voyez, il ne faut pas placer sa confiance dans des hommes, dans des organisations, voire dans des publications qui peuvent changer, qui peuvent trahir, qui peuvent décevoir, qui peuvent révéler leur véritable nature. Mais il faut mettre sa confiance dans les principes qui illuminent, qui irradient, qui éclairent, qui transcendent, qui réchauffent le cœur, qui rassasient l'âme, qui dilatent le cœur, voilà, et non pas sur des hommes. Chenu, ça dilate autre chose, par contre. Voilà, donc voilà, c'est déjà la dilatation du rien, déjà. Voilà. Mais c'est absolument effrayant. Voilà. Donc, elle a fait du RN un lupanar pédérastique, quoi. Voilà. C'était effrayant. Enfin, pensez quand on y réfléchit quand même que une Marine Le Pen, qui est une naïve-clubeuse, qui a toujours été une naïve-clubeuse, invertébrée, décérébrée, que la droite nationale catholique n'a absolument pas à se compromettre avec cette femme, et encore moins se soumettre. Et quand on voit ce qu'a fait Présent, qui a soutenu toutes ses candidatures présidentielles, toutes les élections, et je vous dis, il l'a pas fait à moitié, je veux dire, c'est d'abord à reluire en permanence, et pas simplement Présent. Il y aurait quand même, me semble-t-il, à un moment donné, une remise en cause à faire, quand même. On pourrait écrire les décombres bis, un bon président de la joie, vraiment. Franchement, ça serait comme rebatté. Parce que là, vraiment, c'est quand même effrayant de voir ça. Non, quand on est réfugié, parce que, voilà, elle en est quand même maintenant, que même, elle ne dirait même rien contre la théorie du genre, contre la transsexualité, rien. Ils avalent tout, oui, il y a rien du tout. Son cœur et son cerveau sont acquis d'avance à toute la putréfaction actuelle, quoi. Voilà. C'est effrayant. Et donc, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas un changement à 180 degrés, ce qui a été le Front National Canada historique. Quand vous pensez qu'il y a quand même 8 personnes, dans toute l'histoire du FN, qui sont morts, qui ont été tués pour l'engagement militant, sans compter tous les gens qui ont perdu leur conjoint, leur travail, leur santé, leur liberté, et donc pour certains leur vie, pour l'engagement politique. Les morts, vous pensez à Duprat entre autres, il y en a eu d'autres. Mais quand on voit où on en est aujourd'hui, ça c'est quelque chose comme d'effrayant, quoi. C'est pourquoi moi je m'honore et je me félicite de ce que Rivarol, en tout cas depuis que je le dirige, n'a jamais soutenu Marine Le Pen, et même je dirais la traiter comme il fallait, quoi. Enfin, on savait très bien qu'il connaissait un peu Marine Le Pen, on savait très bien ce qu'elle valait, ce qu'elle ferait, et pourquoi elle avait été à ce point adoubée et propulsée par le système politico-médiatique. Dès 2002, elle avait dit qu'elle était contre l'abrogation de la loi Veil. Dès 2004, elle avait condamné les propos semi-révisionnistes de Gollnisch lors d'une conférence de presse sur Lyon 3. Et elle avait été en 2003-2004 également se recueillir dans des milieux néoconservateurs sur les ruines fumantes du World Trade Center à New York. Voilà. Donc il y a toute une série d'éléments qui tendaient de son entourage qui ne laissait aucun doute. Il n'était nul besoin de faire preuve d'une clairvoyance exceptionnelle pour comprendre qui elle était, ce qu'elle ferait, ce qu'elle valait. Voilà. Et en plus, la façon dont elle était propulsée, adoubée, mise en avant, mise sur orbite par le système politico-médiatique, c'était évident que c'était pas pour le triomphe et la défense des idées nationales, nationalistes et catholiques. C'est évident, voilà. Et on le voit de manière de plus en plus claire, d'année en année. Et donc, oui, il y a un naufrage à Madiran, il y a un naufrage Parmentier, il faut le dire. Je le dis sans acrimonie, mais je le dis de manière explicite, parce qu'il faut le dire. Voilà, il y a un moment donné, c'est quand même effrayant, quoi. Donc, vous voyez, l'abandon des principes, vous voyez à quel point l'électoralisme conduit immanquablement, inexorablement, et manière effrayante, à l'abandon des principes de toute colonne vertébrale, de toute ligne doctrinale, et même de tout programme politique, un petit peu consistant. Puisque oui, on en est aujourd'hui. Voilà. Maintenant, le RN me défile dans les chars de la Gay Pride, quoi. On est là. C'est ça. Avec Monsieur Chenu, Monsieur Tanguy, tout ça. J'entends Monsieur Tanguy qui disait, non, pour défendre Caroline Parmentier, elle a dit non, elle est pas du tout homophobe. La preuve, c'est que j'ai un chagrin d'amour entendu avec un homme, quoi, etc. Et elle m'a consolé.
Voilà, il disait ça à la télévision, hein, c'était même pas en privé, tout ça. Voilà où on en est, quoi. Vous voyez le degré d'indécence, et le niveau. Hein. Là, on est en dessous du niveau de zéro, on est en dessous du niveau de la mer, là. Hein. Je veux dire, c'est là, on est, j'ai pas de mots, hein. Là, c'est vraiment, leur niveau, c'est le caniveau, hein. Voilà, hein. J'ai dit, hein, c'est à la fois les bas-fonds et les bas de plafond, hein. Bas-fonds et bas de plafond. Et voilà où on en est. Hein. Marine Le Pen, c'est ça. Voilà. Les gays de la marine, c'est ça. Voilà. C'est pas les gars de la marine, c'est le gay de la marine. Ne perdez donc pas en vigueur, nous passons à l'affaire Dreyfus un peu 2.0, parce qu'il est décoré post-mortem, et puis on réactive un peu une certaine culpabilité. Mais j'étais surpris que Dreyfus ne fût pas carrément maréchal. Canonisé même. Voilà, n'est-ce pas, canonisé, n'est-ce pas l'antisémitisme qu'il soit simplement général de brigade, peut-être pas à titre temporaire, là, à titre posthume en tout cas. Voilà, de Gaulle. Voilà, mais vous vous rendez compte où on en est, quoi. Alors que je rappelle que à 2 reprises, un tribunal militaire l'avait condamné à l'unanimité pour haute trahison. Pour haute trahison. Et on nous dit, et d'ailleurs c'est intéressant parce que pour Dreyfus, on n'étudie même pas le dossier, on dit simplement, parce que c'est Attal hein, qui est l'origine de ça, ce qui est pas étonnant, hein, bon, Attal qui est à la fois juif et inverti. Il faut bien cocher les 2 cases. Hein. N'en supprime aucune, il y a bien les 2. Il faut bien cocher les 2 cases. Bon. Hein, voilà. Ce qui est en plus aujourd'hui. Hein. Je dirais que c'est même le summum pour arriver, pour aller loin en quelque sorte, pour faire carrière hein, au niveau. Et en l'occurrence, ce qui est réuni par le Marais, hein, parce que c'est à la fois le Marais, le Sentier, bon. Mais en l'occurrence, s'agissant donc de Attal, que certaines mauvaises langues appellent anal, il faut bien comprendre que, en l'occurrence, si j'ose dire, il faut bien comprendre que dans l'exposé des motifs pour justifier que Dreyfus devint général, à titre posthume, Attal a dit, c'est pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui, vous vous rendez compte? Donc, finalement, c'est pas en fonction de ses qualités militaires, des exploits qu'il aurait pu, dont il pourrait être à l'origine, non, c'est véritablement pour lutter contre l'antisémitisme. Au moment où la lutte contre l'antisémitisme, je le rappelle, hein, c'est la perpétration d'un génocide à Gaza, c'est ça. Parce que quand ils bombardent les maisons, là, il y a quelques jours, ils s'en sont même pris la seule église catholique de la bande de Gaza. Voilà, 9 personnes tuées et blessées. Et après, ils doivent faire une enquête, c'est une erreur, tu parles, ils le font exprès. Ils détruisent systématiquement les lieux de culte, les écoles, les cimetières, les dispensaires, les maisons, les immeubles, les vergers, enfin, tous sans exception, les hôpitaux, et ça, ils sont dans la joie. Voilà. Donc, la lutte contre l'antisémitisme, c'est ça. Quand ils luttent contre l'antisémitisme, c'est ça. Donc, quand vous avez des lois, et là, Aurore Berger veut renforcer encore les lois contre l'antisémitisme, de toute façon, moi, depuis que je suis enfant, j'entends près de renforcement en permanence de la lutte contre l'antisémitisme. Ça n'arrête pas. Et bon, après, contre l'antisémitisme, c'est jamais, alors que pourtant les chiffres ont baissé, ils l'ont même dit, cette année au CRIF, mais ça fait rien. Ça a beau rebaisser par rapport à l'année dernière, même assez fortement, on parle toujours de déferlante de l'antisémitisme. C'est toujours des mots, on est dans l'hyperbole en permanence. Enfin, on sait comment ces gens fonctionnent, mais là, voilà. Le déferlement, la déferlante, bon, bref. Alors qu'il n'y a rien du tout, enfin, peu importe. Moi, ce que je vois, etc., c'est que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la négation de tout un peuple. Tiens, là, le négationnisme, il est permis, autorisé, cacherisé. Bon, voilà. Et donc, voilà. Donc là, ils y vont. Déjà, on savait, les chars israéliens, ils avançaient dans les maisons, ils les écrasaient, voilà, en avançant, etc. Voilà. Et donc là, voilà, c'est un génocide cachère, voilà. Et ça n'empêche pas qu'on continue à amener les enfants des écoles, ce qui est absolument ignoble au moment où, on dit toujours à l'imbécile au lieu de regarder la lumière le doigt. Donc là, finalement, on les amène, qui est à Auschwitz, qui est au camp d'Émile, qui est au mémorial de la Shoah, qui est au Struthof, plutôt que de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Hein, voilà, c'est quand même effrayant. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut bien comprendre que le passeport choatique leur permet tout. Hein, il me permet de tuer, de démembrer, d'annexer. Vous avez vu, non seulement ils s'en prennent à Gaza, mais également à la Cisjordanie, mais également au Liban, en Syrie. Bon, on a vu ce qu'ils ont fait avec l'Iran. Voilà, sans aucune déclaration de guerre. C'est contraire au droit international, au droit humanitaire, à tous les principes. Ils font ce qu'ils veulent. Comme de toute façon, ils sont, les États-Unis d'Amérique sont soumis, hein, et Trump, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, ultra-sioniste et ultra-soumis, voilà, par conséquent, voilà, donc c'est pas étonnant. Donc, pour en revenir à Dreyfus, oui, bah, on va toujours plus loin, dans la soumission, dans ce lobby, mais la différence, c'est que maintenant, tous les groupes, je crois que c'était voté à l'unanimité de la France Insoumise au Rassemblement National, alors qu'autrefois, du temps de Jean-Marie Le Pen, on n'aura pas voté ça me paraît évident.
Et c'est là qu'on voit que de plus en plus, il y a une soumission qui est absolument effrayante. Il se passe un génocide, il y a rien. Même j'ai entendu Léon XIV, pour ce qui s'est passé dans le bombardement de l'église avec 9 morts et blessés, il a simplement dit qu'il était attristé. Voilà. Il n'y a même pas une condamnation de l'entité sioniste. Il y a aucune, on convoque même pas l'ambassadeur, on rompt pas les relations diplomatiques. Il dit simplement qu'il est attristé. Donc ils sont juifs, ils peuvent tout se permettre. C'est tout, je veux dire. Voilà. Oui, ça sans limite, c'est ça. Les anathèmes, c'est plutôt réservé aux plus traditionnalistes. C'est sûr que les révisionnistes qui sont en prison, tout ça, faut pas compter sur Léon XIV ou sur aucun dignitaire conciliaire moderniste pour exprimer la miséricorde ou même pour les accueillir. Je rappelle quand même le docteur Dor, Xavier Dor, mort aujourd'hui, qui luttait contre l'avortement, la nonciature à Paris lui avait refusé l'asile politique, l'asile, alors que Jean-Paul II était censé combattre l'avortement. On voit les actes, on voit la réalité, quoi. Voilà. Donc voilà. Et donc il a été en prison pendant plusieurs mois, et aussi il a eu des amendes considérables. Il avait été condamné aussi parce qu'il avait simplement apporté une paire de pantoufles de nourrisson au planning familial. On avait dit c'est abominable, tout ça. Voilà où on en est. Il faut voir où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que le simple, là on est dans le déni du réel à un point qui est absolument effrayant, quoi. C'est vraiment Satan qui mène le bal, voilà. Et donc il faut absolument lutter pied à pied contre ça, quoi qu'il en coûte. Vous avez légèrement abordé la chose, donc oui, un petit mot sur cette guerre entre Israël et l'Iran, et puis l'appui de Trump. Alors, vous voyez, je voudrais quand même dire un mot sur Trump, parce que on a un peu parlé dans nos entretiens, mais c'est un sujet, on le sait, qui divise la dissidence, depuis déjà plusieurs années. Mais là, vous voyez bien, je crois qu'il faut quand même toujours voir les choses en face. Bon, moi, je pense que là, quand même, on peut dire les choses. Il a quand même montré son vrai visage, Trump, là, quand dans l'affaire. D'abord, il a enterré la Epstein, on l'a vu, finalement, bon, voilà. D'ailleurs, il semble qu'il soit plus ou moins compromis dans cette affaire, bon. Et puis, on voit très bien que, son qu'attendre un protestant multidivorcé, qui a fait sa fortune dans les casinos, dans les ordures, quoi. Oui, c'est pas la contre-révolution catholique, c'est sûr. Voilà, tout ça, et qui est complètement soumis au lobby juif. D'ailleurs, tous ses financiers quasiment sont juifs et sionistes, etc. Et, il est vraiment pieds et poings liés avec Netanyahou, quoi. C'est clair, hein. Le plan Trump, c'est ce que veut Netanyahou, c'est la liquidation définitive de tous les Palestiniens et leur déportation. C'est une épuration ethnique immense qui ne dit pas son nom. L'Iran, ce qu'il a fait abominable, alors certains disent oui, mais finalement il a quelques bombes. Enfin, ils ont quand même détruit beaucoup de centres nucléaires qui étaient pourtant purement civils. Là encore, sans aucune justification, comme il avait fait pour l'Irak avec les pseudo, comme les Américains l'avaient fait pour l'Irak avec les pseudo-armes de destruction massive de Saddam Hussein, et 13 ans auparavant, 12 ans auparavant, 91, avec l'histoire des pseudo couveuses, où les soldatettes irakiennes auraient enlevé des bébés des couveuses et les auraient écrasé leur tête, tout ça, c'est absolument faux. C'est une calomnie abominable. Bon, voilà. Bon, et là, pour l'Iran, c'est abominable. Et dire au nom de quoi, en plus, aucun élément ne permet de penser que l'Iran a l'arme nucléaire. C'est encore de la désinformation. Donc c'est oui, mais quand bien même en aurait-il une, ou quand bien même voudrait-il en avoir une, ou pourquoi l'entité sioniste en aurait, et pas l'Iran, alors que l'Inde et le Pakistan ont également tout ça, au nom de quoi l'Iran n'aura pas le droit d'en avoir une. Vous remarquerez que quand on parle de l'Iran, on parle toujours du régime des mollahs, mais on parle jamais du régime des rabbins pour l'entité sioniste. Et je suis désolé, moi, je trouve beaucoup plus grave que les fous furieux de Tel Aviv aient une bombe nucléaire, plutôt que d'autres pays, je vous le dis franchement, bon voilà. Et je pense aussi que l'Iran paye le fait que, voilà, il y a l'axe de la résistance, bon, effectivement, avec le Hezbollah et tout ça, et puis, pas oublier que l'ancien président Ahmadinejad, qui certes aujourd'hui n'a plus un rôle important en Iran, avait tenu des propos révisionnistes, à la fois antisionistes et révisionnistes. Et ça, ils ne prennent pas, ils n'oublient pas, c'est évident, ils sont tout à fait capables. Je rappelle que Renaud Klarsfeld avait dit que si l'État d'Israël était menacé dans son existence, il faudrait tuer les révisionnistes. Il l'avait dit, il ne s'est pas dédié. Cochons qui sont dédits. Non, en l'occurrence, voilà. Donc voilà. Cochons cachers. Voilà, si j'ose dire. Ouais. Donc non, en l'occurrence, non. Et de ce point de vue-là, je dois dire, s'il faut être honnête, que sur ce point, je dis bien sur ce point, c'est Pierre Hillard qui avait raison. Après, on n'aime pas Pierre Hillard, on est d'accord ou pas avec lui, je vais pas rentrer là-dedans, tout ça. Mais sur ce point-là, par rapport à Trump, de dire Trump, comme Poutine, c'est finalement des agents du mondialiste, même s'il peut y avoir ici ou là, on apporte quelques apparences qui vont dans le bon sens. Quand Trump, par exemple, supprime le droit de succession, baisse les impôts, voilà. Ce qu'il a fait sur l'avortement, mais ça c'est pour faire plaisir à sa base, mais c'est bien de l'avoir fait quand même lorsqu'il a nommé des juges conservateurs, ce qui fait qu'on a supprimé le droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Donc il y a certains États, certes très minoritaires, qui ont supprimé ou réduit
lui l'avortement. Mais cela étant dit, depuis qu'ils ont perdu, que les républicains n'avaient pas gagné les élections législatives en 2022, novembre 2022, finalement maintenant ils combattent plus l'avortement. Hein. Et d'ailleurs c'est la première fois depuis 2024 que dans le programme officiel du Parti républicain, il n'y a plus la défense de la vie. Donc en fait, il s'est renié là-dessus. Au fond, de toute façon, ils s'en fichent de l'avortement, c'était purement électoraliste. Bon, donc si vous voulez, le bilan de Trump, on pourra le faire de manière définitive à la fin de son mandat, mais je suis désolé, bon, je trouve que c'est quand même assez catastrophique tout cela. Je veux dire, je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a quelques petits aspects positifs. D'ailleurs, quand il s'en prend également à Howard et tout ça, c'est pas tellement parce qu'elle est de gauche, c'est surtout parce que la liberté est pro-palestinienne et qu'on veut interdire toute expression de soutien ou de compassion même à l'égard du peuple palestinien. C'est tout. C'est vraiment un alignement total sur les ultras du Likoud, sur les ultrasionistes, c'est ça Trump, voilà. Donc bon, on dit défend l'Amérique, non, il défend l'antisioniste surtout. Hein. Je rappelle que Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, s'était fait lire le 5 novembre 84 ans avant Trump, en disant que avec lui, jamais il y aurait une guerre mondiale, que jamais les États-Unis rentreraient en guerre, et un an après, il entrait en guerre contre les puissances de l'Axe. Hein. On le sait très bien. Et parlant de reddition sur rendition, de capitulation totale, et c'est Trump a utilisé les mêmes mots contre l'Iran. Alors certes, ils n'ont pas été jusqu'à présent jusqu'à changer de régime à Téhéran, mais rien ne dit qu'ils le feront pas dans quelques années ou dans quelques mois. Je rappelle que Saddam Hussein, dans un premier temps, il s'était contenté de reprendre le Koweït et de faire un embargo qui a d'ailleurs été terrible pendant 12 ans, qui a fait des centaines de milliers de morts. Voilà. Mais 12 ans après, ils ont quand même achevé le travail, si j'ose dire. Moi, je suis convaincu que il y a tellement des logiques à l'œuvre de fous furieux ultrasionistes que dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, j'espère me tromper, mais que dans quelques mois ou dans quelques années, ils liquideront l'Iran complètement, hein, avec un changement de régime. De toute façon, si vous reprenez tout ce qu'ils ont fait depuis 35 ans, ils s'en sont prêts tout le Proche-Orient. Tous les États qui entouraient l'entité sioniste, il faut les détruire au nom du grand Israël. Et parce que l'entité sioniste ne supporte pas qu'il y ait des États modernes, ayant une diplomatie, ayant une armée, ayant, voilà. Rappelez-vous, en 1980, ils avaient détruit la centrale en Irak. Hein. Là encore, contrairement au droit international, sans sommation, sans prévenir, que la France avait livré à l'Irak de Saddam Hussein. Donc, il y a une continuité, quel que soit le Premier ministre, pas simplement Netanyahou, hein, c'est tous. Voilà. Et donc, ils en sont pris l'Afghanistan via les Américains. Soit ils agissent directement, soit ils agissent via les Américains, leurs alliés. Hein, donc l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, l'Irak, le Liban, qui sont quasiment complètement détruits, en tout cas au moins le sud du Liban. La Syrie, ça continue encore avec des bombardements. Et que dire de la Palestine, quoi, de Gaza et de la Cisjordanie. Donc, faut bien comprendre que l'entité sioniste est une verrue, une forme de cancer au Proche-Orient, qui est un danger véritablement pour la région d'abord, et même pour le monde entier. Et en plus, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important que les gens en aient conscience, c'est qu'à chaque fois qu'ils mènent des expéditions antisionistes, soit directement, soit les États-Unis, pour complaire à Israël, des expéditions dans ces pays, ça amène le chaos, ça amène l'anarchie, et ça amène beaucoup de migrants et de réfugiés en France et en Europe. Donc les gens qui prétendent la droite cachère, la CNews, tout ça, Elisabeth Lévy, Goldanel, lutter contre l'immigration, ce sont vraiment des menteurs et des imposteurs, parce qu'en réalité, en défendant inconditionnellement l'antisioniste, en promouvant ces actions guerrières et génocidaires et meurtrières, eh bien, ça amène le chaos et ça amène de l'immigration en France et en Europe. Hein. C'est vrai pour la Libye, c'est vrai pour on la accueille Syrie, les Gazaouis, etc. Maintenant, ça commence. Voilà. Donc en réalité, on voit très bien que ce sont au contraire des fruits de l'immigration massive, premièrement. Et deuxièmement, il faut jamais oublier que l'entité sioniste est l'épicentre de la religion de la Shoah qui nous détruit, qui détruit nos défenses immunitaires, qui détruit notre histoire, notre passé, notre identité. On dit le maréchal Pétain c'est mal, défendre la famille c'est mal parce que Pétain était pour qu'on dise un génocide, défendre la nation c'est mal parce que Pétain, on sait où ça menait, etc. Donc toutes les politiques de rétablissement de l'ordre, du bon sens, de la propreté, de la famille, de la nation, du bien commun, de l'intérêt général, sont impossibles avec ce nuage choatique qu'on a autour de nous, cette pornographie mémorielle, voilà, hein, qu'on subit en permanence à l'école, dans les médias, dès l'enfance et jusqu'à l'EHPAD. Voilà. Donc voilà, non, c'est ça. Donc voilà. Donc faut bien comprendre tout ça. Donc c'est évident. Donc c'est pourquoi quand vous avez une droite cachère et en dehors de Rivarol tout est cachère. Enfin, je parle des publications imprimées. Hein. En tant que publications imprimées, que ce soit Frontières, que ce soit Causeur, que ce soit Valeurs Actuelles, que ce soit évidemment Figaro Magazine, enfin tous sans exception, ils sont tous cachères.
Voilà. En presse imprimée, qu'on trouve à la fois sur abonnement en kiosque, il y a Rivarol. Voilà. Mais c'est pourquoi il faut le défendre. On est en difficulté parce qu'on fait tout pour nous éliminer. On a une dizaine de procès. On a supprimé il y a 3 ans la commission paritaire, donc ça implique un décuplement du taux de TVA, un triplement des tarifs postaux, et on est précipité en kiosque, donc augmentation des charges, diminution des recettes. Ouais. Donc c'est pourquoi abonnez-vous, faites des dons, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on passe l'été, qu'on passe l'année, n'hésitez pas. On mettra sous les vidéos comment faire pour s'abonner, mettre des dons. Puis vous pouvez aller aussi sur rivarol.com. Au haut à droite, il y a un onglet pour faire les dons. Et aussi sur page accueil, on trouve pour s'abonner toutes les durées possibles, tous les types d'abonnements, abonnement papier, abonnement numérique. Mais abonnez-vous, aidez-nous, n'hésitez pas à abonner des tiers, parce que ça leur ferait tellement plaisir qu'on disparaisse. Il faut que ce journal... Il faut pas leur faire ce plaisir. Voilà, ce journal qui a une voix libre, totalement libre, insolente dans le bon sens du terme, puisse continuer à être édouché. Oui, très bien, vous dites bien, et puis peut-être un petit peu d'actualité de vos procès, si vous le voulez bien. Oui, si vous voulez, on est tout à fait, je dirais, dans le collimateur, et le collectif anonyme Courage Fillon, Stoppons Rivarol, a dit qu'il allait accélérer les procédures judiciaires, car, je cite, il faut que le journal périsse corps et bien en enfer. Voilà. Donc, ils nous veulent du bien. Dire. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas sur Terre, c'est en enfer quand même. Même s'ils ont dit Stoppons Rivarol que mon ennemi, ça n'était pas ni les juifs ni les LGBT, c'était le diabète, le cholestérol et l'obésité et l'infarctus. Ils ont dit bon, parce que c'est bien quand c'est ce qu'on lit dans les auteurs spirituels, ce sont les détracteurs qui vous disent qu'ils sont des défauts, il faut s'arranger et tout ça. Et c'est vrai que c'est très important. Je me permettais de faire une petite minute médicale, puisque j'ai vu que Daniel Conversano parle lui aussi des vicissitudes et du crépuscule de ses testicules. Donc, si j'ose dire, non, je plaisante, il me pardonnera ce jeu de mots. Et donc, moi-même j'en parle, il faut bien aussi que j'intéresse les gens, parce que sinon ils vont aller tous se diriger vers d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui ne manquent pas, comme Julien Rochdy, qui leur parlera dans ses cours érudits sur le masculinisme, comment il faut être masculiniste au travail, masculiniste à la plage, masculiniste sur le vélo, et masculiniste sur le pot. Voilà. Maintenant, il a eu un enfant, alors il s'efface un petit peu. D'accord. Donc pas simplement sur le pot. Il fait masculiniste dans d'autres circonstances, dans d'autres positions, si je veux dire. Voilà. Enfin, en l'occurrence, voilà. Donc, en l'occurrence, moi, je n'ai pas ce talent. Je veux dire, moi, je suis pas un mâle alpha, je suis un mâle bêta. Déjà petit, on disait, il est bêta, ce petit. Voilà. Donc fondamentalement, voilà. Donc, faut bien comprendre de quoi parlait-on. L'actualité de vos procès. Oui, l'actualité des procès. Donc, on a une dizaine de procès actuellement. Donc, alors, on a un de procès incroyable. Un pour Martine. Martine et les Rivarol. On a été condamnés à Bruxelles, complètement. Ils ont fait aux dépens, tout sur tout. Voilà. Martine et Rivarol, dont nos adversaires ont pris connaissance parce que c'était un numéro, on a pas eu de chance, si j'ose dire, où il y avait ce petit visuel en page 2, tout petit, minuscule. Qui est passé à la Star Academy. Il est passé à la Star Academy le 3 février 2024. Je ne cherche pas sur les dates. Tu recopieras 100 fois. 3 février 2024. Et donc, il faut savoir d'ailleurs, mesdames et messieurs, que l'après-midi, lors de la répétition, c'était le Canard enchaîné qui était dans les mains des danseurs et des danseuses. Et lors du direct, ça le voit qu'il y a une préméditation. Eh bien, c'est Rivarol Rivarol de la semaine en plus. Donc là, ils ont fait fort, qui a été pris en main, si j'ose dire, par les danseurs et les danseuses, qui tendaient, non pas le bras, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Ils ont les bras et envoyaient le journal en quelque sorte de la semaine. Voilà, je n'y suis pour rien, je le dis franchement, mais je pense très sincèrement que c'est probablement un sympathisant, qui est accessoiriste ou décorateur, ou qui a une petite main qui a su vraiment agir au moment M, à l'heure H, à la minute M, à la seconde S, où il fallait, si j'ose dire, je dirais S, je dis pas SS, bon, voilà, à la seconde S. Non, c'est tout à fait impressionnant, mais n'empêche que, comme il y avait ce petit visuel, Martine et Rivarol, finalement, eh bien, on a été condamnés, et là, ils ont feuilleté un petit peu, ils sont remontés à 2 ans en arrière, en 2023, dites-le, eh bien, là, c'était pour un Tintin. On est passé 2 fois Tintin, alors quand on sait quand même que, dans sa jeunesse, Hergé était quand même très proche de Léon Degrelle, son ami Léon.
pas Léon de Bruxelles, enfin, pas les moules. Ni Léon Voilà. XIV. Voilà, ni Léon XIV. Bon, eh bien, un néon un peu plus intéressant et un peu plus haut en couleur, bon. Et, si j'ose dire, où il y a plus de choses à imiter, me semble-t-il. Bon, eh bien, donc en l'occurrence, surtout jusqu'en 1945. et donc, non, ce que je voulais dire fondamentalement, c'est que en réalité, oui, donc une poursuite pour Tintin, là pareil, bon, droit d'auteur, etc. Donc là, ce sera au mois de septembre. Mais après, j'ai un procès que j'ai appris, je n'ai même pas encore reçu de convocation officielle, hein. Mais je crois que j'ai appris récemment Rivarol que j'ai un procès avec Dieudonné, non pas contre Dieudonné, hein, mais avec Dieudonné pour une interview datant de 2 ans, qui avait fait du bruit, si j'ose dire, et qui avait fait fureur, si j'ose dire, voilà, à l'été 2023. Et puis, il y a des procès avec Vincent Renoir pour des articles qu'il a commis à caractère révisionniste. Étonnant, non? Voilà. Donc, et puis, j'avais déjà dit que il y a le général Jean-Philippe Prélan qui me poursuit pour avoir évoqué ces généraux qui autrefois obtenaient, glanaient leur décoration, leur médaille sur le champ de bataille, et qui maintenant les glanent grâce au radour sur glane. Bon, il n'a pas apprécié ce jeu de mots pourtant bien innocent. Voilà. Et donc, il me poursuit pour diffamation. Voilà. Donc là aussi, j'aurai ce procès-là. Puis j'en ai aussi une vidéo sur le réveil des moutons qui date de 4 ans. Et puis, je crois qu'il y en a aussi d'autres. En perspective, ça n'arrête jamais. Hein, voilà. C'est comme les impositions, les contributions, ça n'arrête jamais. Et donc, écoutez, on verra bien, je refuse à peine. Mais vous voyez, pour l'ensemble de ces raisons, la persécution qu'on a en kiosque, la perte de l'agrément de la commission paritaire avec les charges en plus, les recettes en moins, plus la dizaine de procès, peut-être plus à l'arrivée qu'on aura encore. On a vraiment besoin, si vous nous aimez un petit peu, ou simplement si vous êtes attaché à une presse libre, indépendante et insolente et impertinente, qui va droit au but, eh bien, de nous aider, voilà, par des abonnements, par des dons, voilà, aidez-nous, hein, petits ou gros, on acceptera tout sans aucune difficulté. Parce qu'il faut tenir, comme un Verdun, tenir, être éduré. C'est la devise des parachutistes. Merci à vous, monsieur Bourbon. C'est déjà fini. Donc n'hésitez pas, rivarol.com, et puis on revient en principe en septembre. On va essayer de rendre un caractère un peu plus régulier, mensuel, si possible, strictement mensuel, des vidéos. Peut-être qu'on fera aussi des petites vidéos, parce qu'on me dit maintenant qu'il faut aussi faire des petites vidéos, parce que malheureusement, les gens ont moins de temps, semble-t-il, pour regarder de longues vidéos, mais on continuera à faire de longues vidéos, bien sûr, hein, rassurez-vous. Et puis voilà, donc le journal continue, hein, si Dieu veut, voilà. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, même pendant l'été, à vous abonner, à faire des dons. Il y aura une permanence au mois d'août, quasiment dans le mois d'août. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des dons aussi par internet, rivarol.com, à en parler autour de vous. Il faut bien comprendre que Rivarol, c'est de la nitroglycérine. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que dans ce monde où tout est tellement fade, où tout est tellement conformiste, où tout est tellement soumis, je crois que ça réveille en quelque sorte. Hein. Et je crois qu'on en a besoin, et que s'il disparaissait, certes, la Terre ne s'arrêterait pas de tourner, mais je crois que ce serait un pas de plus vers la tombe. Pour notre pays, et vers une forme d'effondrement général de la liberté de penser. Parce que vous voyez, il y a quand même en France une tradition polémique et pamphlétaire qui est extrêmement importante, qui n'existe quasiment plus, et j'ai la faiblesse de penser que Rivarol est peut-être le dernier représentant. C'est pas le cadavre enchaîné, hein, qui enchaîné, c'est le cas de le dire, complètement enchaîné, hein, je veux dire, voilà, complètement conformiste, complètement judéo-servile, voilà. Et donc, je crois que c'est encore à Rivarol, me semble-t-il, que on dispose d'une parole libre. Je crois aussi quand même un peu d'une forme d'humour, parce que l'humour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est à droite, il n'est pas à gauche, hein, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a tellement de tabous, il faut faire rompre, il faut rompre en visière avec tous ces tabous, tous ces mots d'ordre, tous ces interdits, et conserver une parole libre, hein, car la libre parole. Voilà, la libre parole, c'est un beau titre, effectivement. Oui, c'est un peu le nouveau libre parole. Oui, la nouvelle libre parole. Voilà. Drummond 2.0 après le Dreyfus. Oui, pas simplement 2.0, parce que moi je suis très attaché au papier. Hein, et il faut faire durer le papier, mais je voudrais dire aussi un mot quand même important. J'avais écrit à la présidente de la commission paritaire quand on a enlevé le 4 mai 2022 notre commission, l'agrément de la commission paritaire, j'avais dit Audi et Mickey, Krastibi. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ce sera son tour. Et j'ai dit, là, si vous faites ça, j'avais écrit la lettre quelques semaines avant qu'ils prennent cette décision de nous exclure, de nous éjecter de leur registre. Et j'avais dit, mais c'est ouvrir la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est Rivarol, demain, ce sera d'autres titres. Et c'est ce qui s'est passé. 4 mai 2022, ça a été Rivarol. Le 17 juillet 2024, ça a été France ce soir.
Et France Soir, c'était pour alors c'est pas un journal France Soir, c'est un site numérique. C'était France Soir, c'était parce que là c'est ahurissant, c'est parce que paraît-il que le site internet mettait en danger la santé des gens parce qu'ils avaient donné la parole au Dr Raoult. Oui, tout ce qui est anti-Covid. Voilà, des personnalités critiques sur le Covid, la politique vaccinale qui est à cette époque-là, le passeport vaccinal, etc. Ils mettent en danger la santé des gens. Voilà, la santé des gens. Alors que tous les gens qui ont été tués au Rivotril, là, dans les EHPAD, il y a eu dizaines de milliers de morts là, dans les premiers mois du Covid et tout ça, sans compter toutes les injections, les effets secondaires chez beaucoup de gens, tout ça, parfois mortels, mais bon, en tout cas souvent graves. Voilà, ça c'est pas mettre en danger la santé des gens. Bon, bien, sans même parler de la santé psychique, parce que bon, des gens qui sont retrouvés confinés si longtemps que ça, c'est hallucinant. Bon, tous les problèmes que ça a posé, que ça continue à poser, bon, puisque tout ça a des conséquences sur le long terme. Bref, donc voilà, donc Rivarol le 4 mai 2022, France Soir le 17 juillet 2024, et là on vient de l'apprendre, le 2 juillet 2025, La Furia, qui est un trimestriel, vous êtes Papacito, de Marceau, tout ça, etc., qui est pas du tout en pointe, tant s'en faut, sur la question juive et tout ça. Ils sont plutôt même nationaux-sionistes, mais malgré tout, ils sont un peu contre l'immigration, ils font quelques blagues, etc. C'est considéré comme d'extrême droite, même si une extrême droite peut être un peu molle. Enfin, c'est encore trop. Ils ont perdu le 2 juillet la commission paritaire, vous voyez, alors que ils n'ont même pas eu de procès encore. Enfin, en tout cas, je crois qu'il y a eu une plainte de ce racisme, ils n'ont pas été condamnés encore. Et François l'avait pas été non plus. Donc, nous encore, on pouvait dire qu'il y a eu quelques condamnations pour condamnation de crime contre l'humanité, pour incident racial, bon, et même des condamnations définitives. C'est nos décorations, en quelque sorte, à nous. Voilà. Bon, mais eux même pas, pour dire. Donc, en un sens, c'est presque encore pire quand on y réfléchit, voilà. Et donc, vous vous rendez compte. Mais j'avais dit, et ça a été plus vite que même que je le pensais encore. En 3 ans, on a déjà 3 publications, ou l'équivalent. Rivarol en 2022, François en 2024, La Furia en 2025, et je suis prêt à prendre le pari que ça ne s'arrêtera pas là. Et dans un contexte en plus de dépression de la presse, j'ai lu là que Monoprix fermait ses rayons presse. Il n'y aura plus de presse dans les Monoprix maintenant. 36 rayons presse ont fermé là en juillet, là, ce mois-ci, etc. Mais de plus en plus, ça va être ça. Moi, je connais des gens au messagerie lyonnaise de presse qui nous disent non, de toute façon, la presse, dans 5 ans, au minimum, dans 15 ans plus tard, c'est fini. Il n'y aura plus rien du tout, toute presse confondue. C'est la gestion de stock qui les embête. Ce sera oui, mais c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas que ça. Il y a 10% par an de baisse de vente de la presse, tant des quotidiens que des magazines. Et donc, dans 5 à 10 ans, 15 ans grand maximum, c'est fini. C'est beaucoup trop déficitaire. Il faut savoir que les pouvoirs publics aident la presse écrite, pas nous, on n'a pas un centime. Je crois que c'est plusieurs centaines de milliards, pas de milliards, de millions. C'est plusieurs centaines de millions, je crois plus de 200 millions d'euros par an d'aide à la presse chaque année. Et il faut savoir qu'en plus, ce sont des milliardaires qui tiennent ces titres, beaucoup d'ailleurs de Levantin. Bon, mais vous avez Mathieu Pigasse et Xavier Niel pour le journal Le Monde, Pigasse qui était à la Banque Lazare, qui est un proche de Mélanie Strauss-Kahn, Le Figaro, c'est la famille Bloch d'Assaut, Valeurs Actuelles, c'est la famille libanaise Safa, qui est très pro-israélienne. On sait, s'agissant du propriétaire de CNews, Bolloré Goldschmidt, CNews, mais qui a également CNews Europe 1, mais également d'autres publications, papier. Valeurs Actuelles, je dis, c'est la famille Safa. Il y a également François Pinault, qui je crois le milliardaire François Pinault. Il y a le propriétaire de LVMH, qui a aussi d'autres Bernard Arnault, qui a Paris Match, qui a une série d'autres journaux, Les Échos, etc. Donc on voit très bien ce qu'il en est. Qu'en fait, c'est une dizaine de milliardaires qui tiennent tout et qui renflouent de manière régulière des titres structurellement déficitaires et qui disparaîtraient du jour au lendemain s'ils n'étaient pas, sous perfusion, quoi. Perfusion de l'État, chaque année avec la subvention étatique, directe, et indirecte avec la commission paritaire que l'on n'a pas, et également donc avec les aides, les renflouements permanents des milliardaires, l'humanité, etc., qui est aidé en provenance, etc. Donc on est vraiment une exception. Rivarol, non seulement nous sommes aidés par personne, mais on nous a même enlevé la commission paritaire. Ce qui est bien la preuve qu'on dérange, vous voyez. Parce que on aborde librement un certain nombre de sujets, comme le lobby juif, le sionisme international, la question de l'immigration, la franc-maçonnerie, le révisionnisme, la pénétration juive et moderniste dans l'église, l'église, Vatican II, etc. Enfin, on a des positions qui sont fermes, qui sont claires, mais qui dérangent. Donc, aussi modeste soit-on, on veut essayer de nous faire taire, de nous éliminer. Alors, pour l'instant,
bien que certains sites voudraient qu'on fût interdit. Pour l'instant, ils n'ont pas encore interdit, mais on essaye de nous asphyxier, de nous éliminer par la voie financière de manière hypocrite, voilà. Et c'est efficace, hein, parce que de plus en plus maintenant de supermarchés nous refusent, qu'il y a des pressions qui sont faites, etc. Et donc on perd des ventes, on perd des recettes, et donc c'est comme on est une modeste entreprise artisanale, je dirais presque familiale, artisanale, bah, ça devient compliqué, quoi, voilà. Donc c'est pourquoi, si vous souhaitez que le journal demeure, qu'une parole libre demeure, et c'est un peu une exception, parce que je crois que c'est le seul hebdomadaire, non seulement en France, mais en Europe, qui a ces positions-là, et qui existe depuis 75 ans. On doit commémorer nos 75 ans de 3 quarts de siècle dans 6 mois, hein, le 18 janvier prochain, dans moins de 6 mois. Donc, abonnez-vous, aidez-nous, petits dons, gros dons, même des versements réguliers, des virements, ou par PayPal, non, par PayPal, c'est plus possible, puisque PayPal nous a radié, voilà, mais par Stripe, etc., par crédit bancaire, n'hésitez pas, ou par chèque pour ceux qui préfèrent, enfin, n'hésitez pas à nous aider par tous les moyens à votre disposition pour que on bénéficie encore qu'on puisse continuer, voilà, qu'on puisse continuer ce journal qui, je crois, est un peu une exception quand même dans le paysage journalistique. On a le droit de le trouver trop ceci ou pas c'est cela, mais il a le mérite d'exister et d'être libre. Je répète, c'est la nitroglycérine. Permettez-moi quand même de vous souhaiter, surtout si vous prenez des vacances, un bel été ensoleillé, que vous rechargez bien vos batteries, et j'espère vous retrouver, et qu'on se retrouvera tous en pleine forme, si Dieu veut, à la rentrée, une rentrée qui, je pense, s'annonce chaude et bouillante. Bonsoir à tous. Merci de votre écoute.